Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, le comité technique d'appui au haut comité technique de pilotage a lancé ses activités de vulgarisation. L'objectif, permettre aux différentes composantes de la société de s'approprier les conclusions du dialogue. Quelles sont les missions, pourquoi, comment et auprès de qui vulgariser? Pour répondre à ces questions, invité de la semaine reçoit ce dimanche M. Haliki Choua, président du comité technique d'appui au haut comité des pilotages CTA. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cela fait exactement 9 mois que le dialogue national inclusif et souverain est fini et les mécanismes de suivi des résolutions et recommandations mis en place dont le CTA est l'un des organes. Ces mécanismes n'est pas toujours compris par la plupart des téléspectateurs et auditeurs. Monsieur le Président, pour leur compréhension, pouvez-vous expliquer le rôle de ces mécanismes de manière générale et celui des CTA en particulier? Merci de l'occasion que vous m'offrez, M. Diabo vous-même et Mme Hinda, de parler un peu des activités du comité technique d'appui au comité de pilotage. Lors des assises du dialogue national inclusif et souverain, les Tchadiens ont discuté, ils ont réfléchi non seulement sur l'avenir, mais ils ont aussi tiré les conséquences des assises passées. Je voulais parler de la conférence nationale souveraine et le forum de 2018 et 2019. Donc, tirant les conséquences, non seulement qu'il faudrait mettre en œuvre les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif, mais il manquait le suivi. C'est ainsi qu'à la fin, ils ont décidé de mettre un mécanisme de suivi de ces résolutions et recommandations. Étant entendu que ces résolutions et recommandations sont exécutoires, le chef de l'État qui est le garant a pris un acte pour créer ces mécanismes, à savoir le haut comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce haut comité est appuyé par un comité technique d'appui qui est présidé par le ministre secrétaire général que je suis. Il y a aussi le cadre indépendant de suivi-évaluation qui est rattaché directement au président de la République. Ensuite, il y a le comité international d'évaluation et suivi des accords de Doha. Ça, c'est le volet international de suivi des accords de Doha. Ensuite, il y a les cadres de concertation, de suivi et de la mise en œuvre des accords de Doha. Donc, voilà les 4 mécanismes qui ont été, et à ce jour, hormis le volet international qui n'a pas effectivement démarré, les autres, tous ces mécanismes sont déjà créés et ils sont à pied d'œuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ces mécanismes? D'abord, il y aura un suivi de toutes ces recommandations, résolutions, issues du dialogue national inclusif. Pour ce qui concerne le comité technique d'appui, il doit, dans ses missions, s'assurer de l'exécution des orientations issues du haut comité de pilotage. Il doit coordonner les travaux techniques, il doit produire des rapports, il doit informer de l'évolution du cahier de charges au comité de pilotage. Ensuite, il doit aussi rédiger les textes nécessaires pour la mise en œuvre de ces résolutions. Il y en a d'autres, y compris le volet vulgarisation. Il est important de rappeler que le haut comité de pilotage est composé des membres du gouvernement, des forces de défense et de sécurité, du Conseil national de transition et puis de la société civile. C'est-à-dire, toutes les parties prenantes sont aussi membres du haut comité pour un bon suivi. Voilà, de manière un peu ramassée, ce que c'est que ces mécanismes
et le rôle que joue le comité technique d'appui. Monsieur le Président, depuis décembre 2022, le comité technique d'appui, organe de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS, a été installé par le président du Haut Comité de pilotage. Quel bilan peut-on retenir à ce jour des activités du CTA? Alors, depuis son installation, conformément à ses missions, le comité technique d'appui a dans un premier temps essayé de comprendre un peu les missions qui lui sont assignées, l'approche à adopter. C'est ainsi qu'à ce jour, nous avons produit 2 rapports semestriels. Nous avons, faut-il aussi le rappeler à ce niveau, que la mise en œuvre des résolutions, c'est le gouvernement, à travers les ministères sectoriels. Nous ne faisons que le suivi. Donc, on a impliqué dans notre démarche des points focaux. Tant que les ministères sectoriels ne sont pas présents avec nous, nous ne pouvons pas mettre en œuvre toutes ces résolutions. Nous avons initié une matrice où s'est renseigné toutes les résolutions et recommandations et on renseigne progressivement cette matrice pour la mise en œuvre. Donc à ce jour, nous avons évolué 6 mois après son installation. Je peux vous dire que beaucoup de choses ont été faites et on continue à le faire. Oui, à lire la teneur du décret numéro 20, en ses dispositions 4 et 5, et surtout l'arrêté 10, l'on constate que les attributions du CTA sont au nombre de 10. Sont-elles toutes exécutées dans la pratique aujourd'hui ou y a-t-il des difficultés dans l'exécution? Aujourd'hui, vous avez bien fait de dire, parmi les mécanismes de suivi, seul le CTA a une large mission, contrairement aux autres. Par exemple, le Haut Comité de pilotage, il donne des orientations, ils essaient de chercher le financement, ensuite il renseigne, il informe le président de la République et aussi évalue la mise en œuvre, contrairement au CTA qui a une large mission. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, au début, nous avons eu quelques difficultés, mais grâce à la compréhension, à l'implication de tout le monde, et beaucoup plus avec l'implication personnelle du garant de la transition, en l'occurrence le président de la République, nous avons pu surmonter les défis. Dans tout œuvre humaine, il y a des défis, mais nous ne nous plaignons pas à ces jours. Le comité technique d'appui est un organe opérationnel du Haut Comité de pilotage, mais dans la pratique, les rapports entre le HCP et le CTA, son instrument opérationnel, semblent confus, bien que les textes qui les régissent sont clairs. Monsieur le Président, qu'est-ce que justifie cette incompréhension? Merci. Vous savez, tout début est toujours difficile. Quand il y a l'implication de plusieurs structures, certaines font sciemment de ne pas bien comprendre les choses, d'autres n'ont pas le temps nécessaire de lire les textes qui les régissent, ce qui amène au début un peu de mécontentement, un peu de mésentente, mais heureusement, au jour d'aujourd'hui, Madame, vous l'avez dit, le comité technique d'appui au Haut Comité de pilotage, en quelque sorte le bras armé du Haut Comité. Donc, nous nous sommes retrouvés, nous avons longuement discuté et nous nous sommes compris à ce jour. Donc, même si c'est vrai, au début, il y a eu quelques méconnaissances du texte ou bien quelques réticences, à ce jour, je crois que le doute a été levé et chacun de nous est en train de faire sa partition. Oui, lors de la cérémonie d'installation du CTA, le Premier ministre, président du HCP, a dit que le CTA est un des piliers de la transition. Aujourd'hui,
dit le CTA a un grand rôle à jouer dans la réussite de cette transition. Peut-on dire aujourd'hui que la CTA s'affirme bien dans l'exécution de ses missions? Le CTA, le comité technique d'appui au comité de pilotage, est la cheville ouvrière. Il joue un grand rôle. Nous sommes, après production de 2 rapports, nous avons, dans le cadre de notre suivi de mise en œuvre des résolutions et recommandations, on a constaté qu'il y a une évolution. Déjà, à ce jour, il y a à peu près 50 recommandations et résolutions ont été déjà mises en œuvre effectives, soit 16%. Il y a 54% de ces recommandations et résolutions sont en train d'être exécutées. Il y a 30% seulement qui n'ont pas bougé. Donc, au vu de ces résultats, quand même que nous jugeons satisfaisants, voyez-vous, après 9 mois, ou bien 9 mois, c'est la fin du dialogue national inclusif. Mais après 6 mois d'exercice, nous constatons que déjà il y a 16% qui ont été effectivement réalisés, 54% en phase de réalisation, 30% qui n'ont pas bougé, soit parce que la Constitution n'a pas encore été adoptée, soit il faudrait un peu reformuler, la reformulation un peu difficile. Donc sinon, nous avons alerté pour revoir ce qui n'a pas marché. Nous avons informé, nous avons essayé de faire de mieux. Et à ce jour, quand même, nous sommes satisfaits et je crois que nous sommes en train d'évoluer, d'aller dans le bon sens à ce jour. Ça, ce sont les réalisations du CTA. Mais 9 mois après la mise en place du mécanisme, je veux parler de l'ensemble, bien sûr, du mécanisme de suivi, quel bilan peut-on retenir des réalisations dans l'ensemble? Oui, l'ensemble, d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que tous les mécanismes ont été déjà mis en place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous avez suivi récemment le premier rapport semestriel du cadre indépendant de suivi et évaluation qui a, je crois, qui a fait un point de presse pour renseigner, pour informer. Le comité technique d'appui, qui est la cheville ouvrière du haut comité, a déposé 2 rapports semestriels où, dans ces 2 rapports, il y a une évolution. Au début, dans le premier rapport semestriel, il y a eu seulement 9% de réalisation. Aujourd'hui, nous sommes passés à 16%. Dans le premier rapport, je crois que ce qui est en train d'être réalisé tourne autour de 30%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 54%. Le comité de concertation, de suivi et de mise en œuvre des accords de Doha, les actes viennent d'être pris et les membres qui les constituent sont en train de travailler aussi. Globalement, comme le chef de l'État, le garant, il est en train de pousser et tout le monde est en train de travailler dans ce sens. Voilà, le résultat, le bilan est très très positif et nous espérons que d'ici la fin de la transition, nous allons tenir le cap et revenir au retour à l'ordre constitutionnel qui est la priorité des priorités. Oui, le CTA vient de lancer une opération de vulgarisation des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Comment espérez-vous rattraper le retard après 9 mois de la fin des travaux du dialogue, alors que le succès de la refondation du Tchad passe inéluctablement par l'appropriation des conclusions du dialogue par l'ensemble des Tchadiens? Alors, je ne sais pas si à ce niveau nous sommes en retard. Je ne suis pas sûr. 9 mois, c'est vrai. D'abord, la mise en œuvre ou bien le volet vulgarisation, c'est vrai, la ligne de mission du comité technique d'appui est la vulgarisation. Mais aussi, n'oubliez pas, cette vulgarisation aussi l'affaire de toutes les parties prenantes. Après la fin du dialogue national inclusif, je crois toutes les parties, en fait, une bonne partie de ces parties prenantes sont descendues dans leur base pour expliquer ce qui s'est réellement passé. C'est de la vulgarisation. Maintenant, au niveau du comité technique d'appui, nous avons aujourd'hui, 6 mois après, nous avons déjà
au-delà de la vulgarisation des résolutions et des recommandations, mais aussi le bilan. Donc, la semaine dernière, je crois, nous avons lancé les activités de vulgarisation et dans les jours à venir, le sous-comité qui a été créé, le sous-comité en charge de la vulgarisation, va essayer de se mettre au travail pour expliquer, pour vulgariser, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'importance, il faut que la population tchadienne s'approprie des résolutions et recommandations du dialogue national. Une fois que toutes ces résolutions et recommandations ont été comprises, vulgarisées, je crois la refondation du Tchad que nous voudrons va être une réalité. Donc, nous ne sommes pas en retard. Le sous-comité, c'est vrai, vient de lancer ses activités. Très prochainement, vous allez voir que ce sous-comité fera de son mieux pour vulgariser. Mais bien avant ça, certains acteurs déjà qui ont assisté au dialogue national inclusif se sont mobilisés pour expliquer ce qui s'est passé aussi. Voilà. Le Tchad, c'est 1 284 000 km² de superficie, donc un territoire immense. Étant donné que les activités de vulgarisation démarrent en pleine saison de pluie, de quelle garantie dispose donc l'équipe en termes de temps et de moyens pour atteindre l'objectif? Alors, pour atteindre les objectifs, vous avez raison de rappeler que le Tchad est vaste, large et aussi ça coïncide avec la période de saison de pluie qui rend un peu difficile l'accès à un certain nombre de nous. Mais le sous-comité technique est composé des cadres qui connaissent bien le Tchad, des cadres qui sont du métier. Ils vont d'abord essayer de voir, suivant un calendrier, suivant un chronogramme qu'ils auront à établir, d'ailleurs qu'ils ont déjà établi, qui vont essayer de privilégier les zones où l'accès est facile. Voyez-vous, c'est des caravanes, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités, d'intenses activités. Donc, ils vont essayer de commencer par là où ils peuvent commencer pour un début. Ensuite, progressivement, suivant la diminution de pluie et l'accessibilité des zones, ils vont aussi atteindre au maximum les coins les plus reculés de notre pays. Maintenant, par rapport aux moyens, c'est vrai, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. La vulgarisation, nous avons un pays très vaste, heureusement pour nous. Et malheureusement, certaines contrées sont inaccessibles à une période donnée. Mais avec les moyens que le gouvernement va mobiliser, et il revient aussi au comité qui a la charge de mobiliser le fonds, va essayer de mettre progressivement les moyens à la disposition de ce sous-comité technique, de ce sous-comité en charge de vulgarisation pour le reste du temps. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste très peu de temps, et donc très rapidement, ce sous-comité aura les moyens qu'il faudra pour mener bien sa mission. Le Tchad, c'est aussi plus de 200 dialectes. Quelles sont les dispositions prises pour gérer les barrières linguistiques pour la réussite de cette campagne de vulgarisation? Moi, je crois que c'est plus de 200, je croyais. Donc, c'est vrai. C'est aussi notre richesse. C'est aussi notre richesse. Je disais tantôt que le sous-comité technique d'appui est composé des Tchadiens qui connaissent bien leur métier. Ils ont déjà pris en compte ces paramètres dans leur programme. Suivant l'approche qu'ils ont retenue, il y aura l'implication de tout le monde. Les médias dans leur ensemble, les radios communautaires, les hommes religieux, les artistes, et ils vont faire appel à toutes les intelligences de ce pays. Donc, pour ça, ça ne peut pas être un frein pour pouvoir vulgariser. Donc, la vulgarisation se fera avec l'implication de tous les Tchadiens. On ne va pas trouver 200 personnes ou 240 ou 250 personnes qui vont parler le dialecte,
mais ils feront de telle sorte que tous les Tchadiens de tous les bords, avec les langages qu'ils les comprennent, ils peuvent véhiculer, ils peuvent vulgariser les recommandations et résolutions de ce dialogue national inclusif. Une dernière question avant de mettre un terme à cet entretien. Dans l'immédiat, Monsieur le Président, quels sont les projets phares ou prioritaires identifiés dans le cadre du suivi des résolutions et recommandations du DENIS et aussi leur vulgarisation? Oui. Alors, vous savez, c'est un travail dynamique qui continue. Les priorités, pour le moment, ça se résume. D'abord, il faudrait qu'il y ait des ateliers et des échanges avec les sectoriels. Tant que les ministères sectoriels ne se sont pas appropriés eux-mêmes de ces résolutions et recommandations, il serait difficile de les mettre en œuvre. La priorité, c'est à ce niveau. Le deuxième point, c'est la vulgarisation. Si les sectoriels s'approprient bien de ces résolutions, maintenant, il faudrait faire comprendre à nos concitoyens qu'est-ce qui a été décidé, pourquoi ça a été décidé. Il faudrait que le volet vulgarisation vraiment atteigne sa vitesse de croisière. Ensuite, on va continuer à renseigner. La matrice dont je parlais tantôt, c'est quelque chose qui est dynamique. On va continuer à renseigner, à publier, à informer de l'évolution. Ensuite, on va voir, peut-être qu'il faut aussi faire des voyages d'études pour voir ailleurs comment ça a fait. Ça a été, quels sont les... Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que la transition, contrairement aux autres pays qui sont en transition, nous sommes en avance de ce qu'on est en train de faire. Tout ça, il faudrait communiquer, il faudrait informer. Voyez-vous? Donc voilà un peu, de manière un peu ramassée, les priorités qui sont sur la table. Peut-être j'aurais oublié d'autres, mais voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Voilà, ici s'achève, comme annoncé un peu plus haut, cet entretien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté donc, de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Chers téléspectateurs et auditeurs, ici s'achève donc invité de la semaine de ce dimanche. Je rappelle que Haliki Choua Mohamed était notre invité. Avec lui, nous avons échangé autour du mécanisme de suivi des résolutions et recommandations du DENIS, mais aussi de leur vulgarisation. Souleymane Diabo et moi-même Hinda Ahmed Cherif vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'invité de la semaine et ça sera, Inch'Allah, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.